Le 1077 Estrie. Information, sport, commentaires, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter dans la zone des buts. 1077 Estrie. Good boys! Des cavaliers pour le match de cet après-midi. Le numéro 1. Le numéro 7. Michael Darcy. Le numéro 9. Olivier Brochu. Le numéro 85. Jean Mercier-Chalard. Le numéro 67, Maxime Lessard. Ça passe à une gang! Alors c'est maintenant l'heure du tirage au sort. Cette semaine, dans l'émission Dans la zone des buts, on vous fait un petit spécial. On a décidé de se déplacer sur le terrain pour le match Homecoming entre les Patriotes de Dufort et les Cavaliers de Montcalm. Il s'agit de la 4e édition du défi Félix Deslauriers-Halley. Et pour en parler, nous avons avec nous du RSEQ Canton de l'Est, Mathieu Rompré, qui est commissaire de Ligue de football. Mathieu, bienvenue dans la zone des buts. Merci. Alors, comme on peut le voir, il y a beaucoup d'ambiance. C'est un match qui se déroule le jeudi à partir de 12h30. Les jeunes sont invités à venir encourager leur équipe de football. Je pense qu'au-delà des résultats, c'est un peu ça aussi, l'ambiance du football. Oui, effectivement. Nous, on encourage ça. On sait qu'on a des équipes qui font des homecoming avec leurs anciens lors des fins de semaine. C'est le fun. Les anciens se déplacent, puis ça fait des belles journées de football, mais également des journées lors des cours quand les écoles décident de faire un événement spécial pour que les jeunes jouent devant leurs amis, en fait. On aime ça, on encourage ça. Pour le jeune, ça lui donne une motivation de plus. C'est souvent des parties aussi qui vont se rappeler, qui vont reparler avec leur ami. Peut-être leur ami va dire « Hey, je t'ai vu faire une belle course, un bel attrapé », ou le contraire, c'est tout dépendant de la camaraderie entre eux. Peut-être qu'il va dire « Hey, je t'ai vu échapper une balle facile » ou quoi que ce soit. Mais c'est souvent des parties qu'après ça, ils vont parler plus. Puis nous, on encourage ça. À chaque année, on en a quelques-unes là, qui en font ça, là, soit des événements de rentrée souvent. Puis c'est vraiment bien. Là. C'est un peu calqué sur ce qu'on voit au niveau professionnel, alors que chaque match est un événement et on fait un tailgate party. C'est un peu ce qu'on veut reproduire ici. Hein? Oui, en effet. Puis là, on le voit, la température est avec les deux équipes aujourd'hui. Il fait super beau, mais il y a aussi du fort. Ils ont amené leur musique. Il y a un animateur. Donc, il y a un petit peu plus d'envergure lors de ces parties-là.
Bon, ici, c'est du football à 9. Dans les dernières semaines, on a entendu parler de certaines régions qui avaient de la difficulté avec le recrutement de joueurs de football pour leur programme. Certaines régions étaient dans le football à 12, alors que d'autres étaient dans le football à 9. Et l'Estrie, quand on laisse le RSEQ, il y a déjà quelques années, on a décidé de se tourner vers le football à 8 parce que l'objectif était clair, c'était de pouvoir garder les programmes en vie. Je pense que ça a été payant au fil du temps. Oui, effectivement. C'est déjà une transition que nous, on avait effectuée il y a quelques années, alors que plusieurs régions ont continué à faire du football à 12. Nous, on avait commencé à faire le football à 8. Puis en bout de ligne, c'est payant parce qu'on a pu garder nos programmes, même si peut-être des années qu'on n'a pas des équipes pour un programme avec les 3 catégories, Benjamin, cadet, juvénile. On en a quand même toujours une. Puis on a pu garder nos programmes dû à cette transition-là parce que maintenant, pour certaines écoles, le football à 12, avec un minimum de joueurs de 24 par partie, était un petit peu trop. Puis en allant avec du football à 8, qui est maintenant rendu du football à 9, on demande pour commencer la partie 16 joueurs habillés. Puis là, donc, ça fait que normalement, nos équipes ont quand même autour de mi-vingtaine de joueurs là, dans leur alignement. Puis, ils peuvent continuer à avoir du football. Puis, c'est une transition que nous, on avait commencé ça là, quelques années déjà. Puis ça respecte les normes de sécurité également. Oui, effectivement. La recommandation, la norme de sécurité est de commencer à football à 9 avec 16 joueurs sur le terrain. Donc, c'est le nombre requis là, pour commencer une partie. Alors, comme vous voyez, le cadre sécuritaire est bien établi et avec des journées comme ça et des événements comme le Homecoming, quoi de mieux pour célébrer le football? Mathieu Rompré, merci beaucoup. Merci. On va venir le joueur dans le caucus. Attends, j'ai la rouge, Nico, Jason, Jesse, Beauchesne, Fogg, Chen, Guillaume. Rouge, Nico, Jason, Jesse, Beauchesne, Fogg, Chen, Guillaume. On a tout le monde. Le qui? Les cavaliers sont en possession du ballon. Il y a une pénalité sur le botté. Une pénalité sur le premier quelqu'un. C'est maintenant une habitude depuis 4 ans, ce match Homecoming à l'École du Phare entre les Patriotes et les Cavaliers de Montcalm. Pour en parler, nous avons avec nous Sébastien Lemieux, qui est responsable du programme de football pour Mitchell Montcalm. Sébastien, bienvenue dans la zone des buts. Merci, bonjour. Alors, c'est un événement que j'imagine les joueurs et l'organisation apprécient. Oui, bien c'est plaisant pour les jeunes là, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens dans les estrades. Puis à ce niveau-là, c'est rare qu'on ait autant de partisans dans les estrades. Donc, c'est pour l'ambiance, l'expérience, les jeunes, c'est vraiment un bel événement. Est-ce qu'on doit préparer les jeunes différemment? Comme tu viens de le dire, il y a quand même des distractions. Et au niveau football, au niveau stratégie, est-ce qu'on doit leur donner des conseils plus précis? Bien, c'est sûr que c'est plus de travailler sur la concentration là, des joueurs, du fait que ça peut être une distraction. Au niveau de la stratégie, ça reste un match comme un autre. C'est sûr que là, il y a une petite rivalité du fait qu'on est 2 équipes de Sherbrooke. Souvent, plusieurs jeunes se connaissent dans les 2 équipes. Là. Pour toi, évidemment, le football, tu n'es pas tout à fait étranger à ça. Tu as joué avec les volontaires et avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'impliquer par la suite comme entraîneur? Bien, en fait, Marco Prince, qui était à l'époque responsable du programme à Mitchell Montcalm, m'avait lâché un coup de fil. Là. On avait été coéquipiers au temps des volontaires. J'étais à ce moment-là dans mon bac en éducation physique et à la santé. Puis j'allais donner un petit coup de main à l'école. J'ai fait mon dernier stage dans cette école-là. Puis je me suis même impliqué dans le programme. Puis aujourd'hui, je suis responsable du programme et enseignant dans l'école. Là. Et puis, il y a un fait marquant quand même dans ton implication au fil des années, c'est qu'avec d'autres enseignants et d'autres professeurs, d'autres entraîneurs de football de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, il y a environ 5 ou 6 ans, on a décidé pour les plus jeunes de mettre de l'avant le football sans plaquer. Tu peux nous parler un peu de comment ça s'est établi tout ça et puis qu'est-ce qui fait qu'on a décidé de mettre ça de l'avant? Bien, à l'époque, on s'est questionné beaucoup là, sur ce qu'on pouvait faire dans notre sport.
le football, sans changer le sport, puis sans faire une proposition d'un sport différent, mais vraiment de garder l'essence du football, puis de focusser plus sur les habiletés individuelles des joueurs, développer, que ce soit d'attraper, courir avec le ballon, lancer, et de connaître la stratégie du jeu est l'essentiel pour jouer un match de football, mais le rendre plus sécuritaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a enlevé le plaqué pour nos jeunes de moins de 14 ans, puis d'instaurer la ceinture de flag. Mais on fait porter l'équipement complet de football. Puis de cette façon-là, on a réduit de beaucoup les blessures, puis on a vraiment une belle offre de service là, pour nos jeunes en région. Quelle est la réponse des parents, entre autres, vis-à-vis ces nouvelles normes de sécurité qu'on établit? Je pense que les parents vont de l'avant avec ça, là, sont super contents, trouvent qu'on adapte bien le sport. C'est beaucoup plus sécuritaire pour leur enfant. Donc C'est quand même différent, le football qu'on vit aujourd'hui en 2019, comparativement à celui que tu as pratiqué à l'époque avec les volontaires et avec le Varéor. Bien, déjà, moi, je voyais à l'époque, il y avait un changement qui s'en venait, là, beaucoup moins d'entraînement avec contact, d'enlever l'équipement à certains moments, donc pour travailler beaucoup plus sur le côté mental du jeu, l'exécution. Donc, ce qui nous permettait de diminuer de plus là, le contact. Aujourd'hui, ben, on le fait un peu aussi avec nos jeunes en choisissant les moments où on va faire du contact dans les entraînements et de réduire ce nombre-là à la fin de la semaine. Voilà qui est intéressant puisque ça démontre une évolution dans le sport vers une pratique encore plus sécuritaire. Alors, on va vous souhaiter une bonne fin de match et surtout une bonne fin de saison. Sébastien Lemieux, merci beaucoup. Merci. Qui reprennent le ballon à la ligne de 30, à leur ligne de 30. Derrière un événement semblable, il y a toute une logistique à respecter puisqu'on parle d'un match qui se dispute en semaine avec des étudiants athlètes. Pour en parler, nous avons avec nous Éric Loignon, qui est entre autres entraîneur-chef de l'équipe juvénile ici avec les Patriotes de Dufort. Éric, bienvenue dans la zone début. Bonjour Sébastien. Alors, on le voit, c'est un événement qui est assez populaire. La majorité des étudiants sont ici. Il y a quand même toute une organisation derrière ça. Oui, puis ça a commencé au printemps passé où il faut faire les contacts avec une autre équipe pour s'assurer d'avoir une équipe pour nous visiter pendant le homecoming de l'école. C'est l'activité d'entrée à l'école pour toute l'école. Fait que Sébastien, à Montcalm, ils ont bien voulu se prêter au jeu avec nous autres là, pour une 4e année. Pourquoi on organise ça? Qu'est-ce que ça procure non seulement aux jeunes, mais à tous les élèves? Bien, premièrement, pour nos joueurs, les jeunes de l'école, c'est la chance de jouer devant une grosse foule. Il y a 700-800 athlètes, étudiants qui sont là. C'est de rattacher tout le monde à un projet d'accueil pour les gens. C'est vraiment de donner une atmosphère spéciale pour le match. Les plus jeunes sont là, les plus vieux, les amis sont là, les enseignants sont là pour supporter notre équipe. C'est vraiment d'en faire un happening là, pour l'ensemble de l'école, pour signifier que c'est le début de l'année puis c'est une grande fête. Ça fait combien d'années que vous faites cet événement-là? C'est la 10e année qu'on l'a fait, puis on l'appelle le défi Félix Deslauriers-Allais. C'est un ancien joueur du programme ici qui est décédé malheureusement là, il y a quelques années du cancer. Puis on a voulu souligner, c'est un athlète exceptionnel, puis un jeune très impliqué. Puis on a voulu en faire un événement pour souligner son passage. Alors voilà, comme vous le constatez, c'est une très bonne idée de jumeler les étudiants et les étudiants athlètes à l'intérieur d'un événement qui fait front commun pour tout le monde et qui promeut également le football scolaire. Éric Loignon, merci beaucoup. Merci. Le programme de football ici à l'École Dufort a maintenant 45 ans. C'est donc une tradition bien établie. Et pour en parler avec nous, nous avons la directrice adjointe et responsable de la vie étudiante, Martine Corney. Martine, bienvenue dans la zone début. Merci, bonjour. Alors, c'est un bel événement ici qui rassemble non seulement les étudiants, mais les joueurs de football et en plus les professeurs et les membres de la direction. Expliquez-nous un peu pourquoi on participe à cet événement-là.
En fait, nous, c'est un moyen de démontrer le sentiment d'appartenance ici à l'école, la persévérance scolaire, la vie aussi qu'on y met à l'école. Donc, on fait un événement rassembleur en début d'année pour aussi partir l'année pour dire « let's go ». On part en force. C'est sûr qu'on a une belle équipe aussi. On veut démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Mais rien de moins qu'un sport d'équipe pour montrer qu'on est une équipe pour réussir à l'école. Ça semble assez populaire. Hein? Je crois que pas mal toute l'école est là. Oui, toute l'école est là. En fait, on a arrêté nos cours cet après-midi pour les accueillir. On a les spectateurs, nos joueurs, l'équipe adverse aussi, mais toute l'école est là. Ici, c'est une école qualifiée d'école internationale. Il y a donc des jeunes qui viennent d'un peu partout. Et je crois que votre équipe est cosmopolite aussi. Ça doit aider, ça, le sport, le football, comme instrument d'intégration? Tout à fait. Un bon moyen de socialisation, d'apprendre à connaître les autres. Un sport d'équipe, c'est sûr qu'il y a tous ces éléments-là qu'on peut jumeler ensemble. Donc, des fois, on ne connaît pas la langue de l'autre, mais juste par le jeu, on finit par se comprendre. Puis, on intègre, on se fait des amis. Le sentiment d'appartenance à l'école, donc après ça, c'est facilitant pour l'intégration aussi au niveau scolaire. Donc, un grand succès qui va certainement connaître encore plusieurs autres éditions. Madame Martine, merci beaucoup. Merci à vous. Déménager à Sherbrooke pour Fabrice Raymond, c'était non seulement un projet de vie, mais un projet de carrière. Nous accueillons cette semaine dans la zone début le coordonnateur défensif des Gators de Bishop, Fabrice Raymond. Fabrice, bienvenue dans la zone début. Merci de m'avoir. Alors Fabrice, comme je l'expliquais, toi tu viens de Montréal et tu as décidé il y a 2 ans de suivre un de tes amis, une connaissance de longue date, le shérif Nicolas, qui avait été engagé comme entraîneur-chef ici. Comment ça se passe depuis ton arrivée? Ça se passe très bien. C'est comme lorsqu'il m'a parlé de la job, il m'a parlé de ce que la job représentait. Et puis tout ce qu'il m'a dit que ça allait être, ça l'est. Et puis avant même de venir ici, j'ai parlé avec plusieurs personnes. Tony Adona, qui était l'ancien directeur des sports ici à Bishop, ainsi qu'un coach à Champlain-Knoxville et puis Bishop. J'ai un ami, Adamo Yadeluka, qui est maintenant l'entraîneur-chef à Huntsic, qui m'a parlé de la place. Alors, je connaissais beaucoup la place avant de venir ici, puis même avec le coaching, j'ai joué contre Champlain-Knoxville, j'ai coaché contre Bishop, j'ai recruté à Knoxville, puis j'aimais toujours les lieux. Alors, de venir ici, pour moi, c'est un plaisir. Tu l'as mentionné, tu as eu un parcours de joueur avant de devenir entraîneur, un parcours de joueur qui a été quand même assez fructueux. Si tu nous en parlais un peu? Moi, j'ai joué, en tout cas, j'ai joué civil lorsque j'étais plus jeune. Il y a la différence entre civil et juvénile. Alors, j'ai joué civil avec les LaSalle Warriors pendant 3 ans. Ensuite de ça, j'ai été au Cégep du Vieux-Montréal, où j'étais un receveur. Et puis, je bloquais pour un de mes bons amis, Gilles Lézy. Alors, je voulais dire son nom. Là, j'ai été à un camp à Michigan, l'Université de Michigan. Et puis, de là, je me suis un peu démarqué. J'ai eu quelques offres de scholarship, puis j'ai accepté l'offre de l'Université de Central Michigan. Comment ça s'est passé ton parcours aux États-Unis? C'est un parcours comme ça. C'est très différent de ce que j'ai vécu au Canada. Puis je pense que j'étais pas vraiment prêt lorsque j'ai été là-bas. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile, mais c'était quand même assez difficile. C'est très sérieux, c'est très militarisé, le foot là-bas. Je ne sais pas si c'est un mot, excusez-moi. Alors, ça m'a pris un peu plus de temps pour m'acclimater à la façon de faire là-bas, mais une fois que je me suis habitué, mais c'était correct. Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de passer de joueur actif à entraîneur? C'est parce que le football, tu as ça dans le sang? 2 choses. Moi, je me suis blessé. Je me suis blessé au muscle pectoral lors d'un entraînement. Alors là, le foot, pour moi, c'était terminé. J'ai eu des complications. J'ai eu des problèmes avec de nerfs. Ensuite de ça, moi, je voulais redonner un peu parce que je pense que le foot m'a donné beaucoup. M'a permis de voir beaucoup de choses, m'a permis de vivre beaucoup de choses. Alors, je me suis dit que j'aimerais redonner un sport qui m'a donné tant de choses. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai contacté Claude Junot, qui est maintenant le head coach au cégep de Fix-Garneau. Et puis, lui, dans le temps, il était au Vieux-Montréal. Je lui ai demandé si je pouvais aider. Lui, il m'a mis en contact avec Paul-Édith Saint-Vilien, qui coordonnait la défensive. Alors là, on a commencé à travailler ensemble. Ma première année, j'avais juste les demi de coin au cégep du Vieux-Montréal. Puis ma 2e année, là, j'ai eu les demi-défensifs. C'est comme ça que j'ai commencé à coacher là-bas. Et c'est là que tu as connu Sheriff, où vous avez eu du succès, entre autres, avec la conquête de Moldor. C'est ça. La première année, Sheriff n'était pas là, mais la 2e année, il est venu en tant qu'assistant. Dans le temps, on avait N.C. Charles qui était notre coordinateur défensif. Alors nous, on l'aidait. Et puis j'ai appris à connaître Sheriff. Puis je me rappelle avoir dit à Sheriff, tu sais, Sheriff, continue à faire ce que tu fais. Un jour, tu serais le coach en chef de ce programme-là au Vieux-Montréal. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis après le Vieux-Montréal et ses succès, tu as été appelé vers les rangs universitaires avec les Carabins,
où là aussi tu as connu du succès. Mais avant même les Carabins, puis lorsque j'étais avec le Cégep du Vieux-Montréal, je coachais aussi à Dalbévio. Et puis j'ai fait 6 ans au Vieux, puis 5 ans à Dalbévio, je les faisais en même temps. J'étais coordinateur défensif mes 2 dernières années à Dalbévio. C'était de très belles années, des belles années formatrices pour moi. Puis ensuite de ça, j'ai dû prendre une décision. J'ai eu un accident d'auto à un moment donné où je ne dormais pas beaucoup. Je travaillais de nuit, puis je coachais à 2 endroits. Et là, ma copine, une fois que j'ai eu l'accident, parce que je me suis endormi sur le volant, elle m'a dit qu'il fallait que je prenne une décision. Donc, j'ai mentionné, j'ai dit à Sheriff que j'allais quitter le Vieux pour retourner à l'école, puis j'allais peut-être continuer à Dalbévio. Mais finalement, Renan Hiller, qui est maintenant à l'Université de McGill, il m'a approché et il m'a dit « Fabrice, on cherche justement un coach de demi-défensif au Caramel de l'Université de Montréal. Est-ce que tu serais intéressé? » J'ai rencontré les coachs là-bas, puis ça a pris comme 2 jours avant de prendre la décision de venir me joindre au Carabin. Comment tu as trouvé ton expérience à Montréal? Ça a été une belle expérience. On a gagné beaucoup plus qu'on a perdu là-bas. J'ai appris à coacher au foot. Le foot, c'est vraiment une profession. Puis je le dis souvent, lorsque j'étais au Vieux-Montréal et puis à Dalbévio, je coachais. Et puis je coachais beaucoup la technique. Mais une fois arrivé à l'Université de Montréal, puis c'est devenu mon gagne-pain, c'est devenu une job que je faisais à temps plein. Là, j'ai vraiment appris la game. À force d'être assis avec des bons coachs, il y avait plusieurs coachs professionnels qui venaient nous voir. Alors là, on parlait, c'est des cliniques dans le fond, on parlait foot et j'ai appris le langage du foot et puis j'ai appris à coacher justement les schémas défensifs puis à comprendre les schémas offensifs. Pas banal quand même, tu as réussi, les Carabins ont réussi à rapporter la courbe Vanier. Si tu te rappelais ce souvenir-là, comment on s'en souvient de cet exploit quand même? Je me rappelle de la victoire. La victoire, oui, elle est restée avec moi, mais je me rappelle plus encore de la défaite en 2015. Comme une victoire, c'était beau, c'était le premier du programme, alors ça a été le fun. Mais je me rappelle d'avoir été vraiment épuisé après la saison, puis tout de suite après la conquête, moi, je voulais aller dormir. J'ai été fêté un peu avec le coaching staff ainsi que les joueurs, mais vraiment, moi, j'étais épuisé. Mais l'année d'après, où on était favoris, on avait une belle saison, puis tout le monde pensait qu'on allait gagner, mais on a perdu contre UBC, puis celle-là, elle m'a marqué beaucoup plus que la victoire. Ça est resté avec moi beaucoup plus longtemps. Et par la suite, comment ton cheminement s'est fait jusqu'à Bishop? Parce que, comme tu mentionnais, tu es un gars de Montréal, alors tu as décidé de déménager famille ici à Sherbrooke. Mais premièrement, j'ai perdu ma job à l'Université de Montréal. Et puis, lorsque cela est arrivé, je voulais sortir du coaching. Je ne voulais plus retourner au coaching. Mais j'ai eu plusieurs appels à travers le Canada. Et puis, j'ai interviewé à une couple de places, puis j'ai décidé de venir à Sherbrooke parce que, c'était Sheriff Nicolas, une personne à qui j'avais coaché auparavant. Ensuite de ça, sa vision des choses, ce qu'il voulait faire, ce qu'il désirait faire avec le programme, j'y crois beaucoup. Le fait d'avoir parlé, comme je vous l'ai dit plus tôt, avec Tony Adona ainsi qu'Adamo Yadeluka, puis une couple d'autres personnes, ils m'ont tous dit que j'allais adorer ça ici. Puis ma copine est anglophone, alors pour elle de venir à Lennoxville, c'était quelque chose qui a été bien pour nous. Alors, c'est pour ça qu'on est venu, puis j'adore ça aussi. Alors, à ta première saison, comme avec les Gators, tu étais co-coordonnateur de la défensive avec Sheriff. Maintenant, en 2019, l'unité est à toi. Quelle couleur y as-tu mis pour cette 3e saison des Gators dans les Maritimes? Premièrement, lorsque Sheriff m'a engagé, il m'a dit qu'on allait bâtir la défensive ensemble. Alors moi, je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps avant qu'il me donne le contrôle total, le contrôle de la défensive. Mais suite à la 3e partie l'année passée, il m'a donné la défensive. Alors, les 5 dernières games, j'ai été coordinateur défensif. Et puis là, la job qu'on a commencé, moi puis Sheriff, j'ai pu la continuer. J'ai pu un peu la continuer à mon image. Là, on a commencé à faire une couple de changements. Mais vraiment, on a gardé beaucoup de choses qu'on faisait, moi puis Sheriff, parce que je pense que les fondements étaient là, puis c'était de bonnes choses qu'on voulait comme installer. Mais là, cette année, j'ai pu avoir un camp de printemps avec les gars. Et puis un camp d'été avec les gars. Alors, ce qu'on est, c'est ce que j'ai dit qu'on allait être l'année passée. Lorsque j'ai été engagé, j'ai dit qu'on allait être une équipe qui allait être agressive, ce que tous les coordinateurs défensifs disent. Mais ce que je disais, c'est que vraiment, ça serait une agression qui est contrôlée. Alors, pour beaucoup de personnes, ça peut sembler très compliqué ce qu'on fait, mais nos kids, nos jeunes, comprennent très bien ce qu'on fait. C'est quand même très simple, ça se répète beaucoup, mais c'est juste que ça a l'air de quelque chose de compliqué de loin. Et toi qui as vécu le football universitaire au Québec, maintenant, comparativement à celui dans les Maritimes, est-ce qu'il y a une différence pour les stratégies, les joueurs à recruter? Est-ce que c'est un ajustement important à faire? Je pense que oui, il y a une différence. Il y a une différence en termes de la qualité des joueurs.
OK, comme on voit au Québec, puis comme on voit partout dans le draft de la CFL, il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont repêchés. L'année passée, j'ai oublié combien de joueurs du Québec ont été repêchés, mais comme il y a beaucoup de joueurs de partout qui se font repêcher. Puis dans les maritimes, c'est beaucoup de gars que ça prenne un peu plus de temps pour se développer. Mais on a remarqué avec les gars qui ont été repêchés l'année passée, Julian Keon-Grant, qui est un receveur, je pense qu'il a été repêché 11e. Il y a Malik Richards qui est parti à Winnipeg. Lui a été repêché, je pense, en 3e ou en 4e, je ne suis pas trop sûr. Mais c'était deux des meilleurs receveurs, deux des premiers receveurs à être repêchés du U-Sport. Mais c'est deux joueurs qui ont été peut-être pas aussi bien épiés de la part des autres universités, qui fait qu'ils ont abouti là-bas. Alors, c'est de très bons joueurs. Maintenant, cette année encore, le meilleur receveur, je pense, sans doute au pays, mais il était à Acadia. Un des meilleures carrières, il était à Acadia. Un des bons running backs, il était à Acadia. C'est une très bonne équipe. Alors, ça, c'est la ligue dans laquelle on est. C'est beaucoup de jeunes qui sont peut-être pas aussi bien remarqués que d'autres, mais c'est une ligue où ça te permet de te développer. Puis ensuite de ça, si tu es pour te faire voir, mais c'est une ligue qui est très bonne pour nous parce que, tu es mis en valeur du fait que tu es une personne que, une fois développée, mais tout le monde voit la qualité que tu es ou que tu représentes. Je pense que ce qui est important ici chez les Gators, c'est la culture qui a été mise en place, si je comprends bien, par Sheriff à son arrivée. Oui, justement. Le fait de venir ici, pour moi, c'était en partie à cause de ce qu'il m'a présenté, ce qu'il m'a dit. Puis lorsqu'on s'est assis, il m'a parlé de ce qu'il essaie de faire. Alors, il m'a parlé de la culture qu'il essayait d'installer. Au début, je n'ai pas cru. Okay? Au début, j'ai été un peu réticent à croire à cette culture qu'il voulait installer, mais finalement, j'ai vu que lorsque moi, je m'implique là-dedans, lorsque j'y crois, mais les autres gars, les jeunes y croient, et puis les gars embarquent. Et puis ça a donné ce qu'on voit présentement. Je pense que la première année à Sheriff, il était 1,7 ici. La deuxième année, il était 0,8. Mais ce qui est arrivé ces 2 années-là, c'est qu'on s'est débarrassé de beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui justement n'adhéraient pas à la culture, qui voulaient encore en faire un peu à leur tête. Puis ils disaient souvent qu'on ne faisait pas ça comme ça auparavant. Mais là, on s'est sagement ou gentiment débarrassé de ce monde-là. Et puis les gars qui sont là, ils croient fortement à la culture qui a été installée par Sheriff Nicolin. C'est ce qui est fait dans tous les bons programmes. C'est le fait de bien travailler, le fait de s'entraîner, le fait d'être assidu à l'école et puis dans nos études. Puis là, ça donne pour moi les résultats qu'on voit présentement. Les gars, c'est des joueurs de foot. Puis, auparavant, pas pour dire que c'est pas des joueurs de foot, mais les gars, je pense qu'il n'y avait pas la croyance qu'ils ont présentement. Et on peut s'attendre à quoi de l'unité défensive des Gators d'ici la fin de la saison? Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir? Bien, nous, ce qu'on essaie de faire, puis ça, j'en ai parlé un peu avec vous lorsqu'on s'est vu l'année passée. Je veux qu'on s'améliore beaucoup parce qu'on est très jeunes. Et puis, pour moi, c'est le fait de toujours faire les choses bien ou bien toujours de s'améliorer de pratique en pratique, de série en série, ce que tout le monde, les clichés que tout le monde dise. Mais vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, on le voit présentement, on a une belle progression, mais les gars croient en ce qu'on essaie de faire. Ils ont, en anglais, des bought in, ce qu'on leur a présenté, puis ça donne les résultats que ça donne. Parce que jusqu'à présent, il y a seulement quelques matchs de disputés en 2019 et 2 victoires, ce qui est un peu plus que les dernières saisons. Alors, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour cette fin de la saison 2019 et surtout, bienvenue en région. Merci beaucoup. C'est un plaisir.